Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Ali de la Ligue. J'espère que vous passez une bonne journée, un bon week-end. J'espère que vous profitez bien de vos proches, de votre famille. Euh, J'espère que tout va bien dans votre vie. Si ça va pas et que vous regardez cette vidéo, j'espère que qu'elle va vous aider un peu dans votre solitude et dans vos problèmes. On prie pour vous. Et sans plus attendre, commençons par le petit bilan des matchs du week-end, hein, des matchs de samedi. Alors samedi, on a eu Brentford-Manchester United. J'ai quelques petites choses à dire sur ce Brentford-Manchester United. On va aussi parler de Chelsea-Brighton et de non, Crystal Palace-Liverpool. Et pour commencer, sans plus attendre, on va parler de Brentford. Excusez-moi, c'est le problème quand on parle un peu trop vite. Mais voilà, on va parler de Brentford-Manchester United. Brentford qui fait un début de saison assez correct. Ils sortaient d'un bon résultat contre Chelsea, où ils avaient arraché le 2 partout, enfin, leur dernier gros match. Et ils affrontaient donc un gros morceau qui est Manchester United, même si, on va dire, c'est un gros morceau sur le papier. Et avant le match, je vais pas vous mentir, peut-être que moi aussi j'étais influencé par la victoire de United contre Chelsea. Du coup, je me suis dit que peut-être United allait réussir à faire des choses intéressantes face à Brentford. Que nenni. Que nenni, je me suis trompé. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est difficile de jauger Manchester United. C'est difficile parce que c'est une équipe euh, qui a les ingrédients, mais en fait, United, pardonnez-moi pour ma comparaison, hein, mais c'est comme si tu essayais de faire des œufs dans une casserole. Tu vois ce que je veux dire? T'as ce qu'il faut pour, on va dire, faire au moins un peu quelque chose de correct, mais euh, dans le mauvais, avec les mauvais ustensiles. Et pour moi, United, c'est ça. Ils ont des joueurs intéressants, mais la formation, elle ne fit pas avec les joueurs. Forcer, par exemple, Bruno à jouer dans un 3-4-3, dans un double pivot, alors que c'est un joueur qu'on connaît, qui aime sa liberté, qui aime se déplacer, qui aime bouger. Forcément, quand le mec se déplace et que, par exemple, il va aider son piston gauche, Ugarte va se retrouver tout seul, forcément, tu vas te retrouver avec des espaces, tu vas te retrouver dans des difficultés. Ce que je veux dire, c'est que, et par exemple, même, euh, comment il s'appelle Euh, Dorgu. Dorgu qui se retrouve dans des positions d'ailier, dans des matchs, ou dans des positions où on lui demande de faire des choses que seul un ailier sait faire, mais il n'a pas les capacités d'un ailier pour le faire. Tu vois? United, c'est ça. United, c'est Amorim qui force ses joueurs à jouer d'une façon, alors que d'une certaine façon, sans pour autant prendre en compte les qualités de ces joueurs-là. Et depuis bientôt, maintenant ça va faire quoi? Alors, il est venu en novembre, fin novembre, donc ça va faire 10 mois bientôt, 10 mois, 11 mois bientôt, euh, que ce mec ne s'adapte pas à ses joueurs. Il est buté. Des fois, je me dis peut-être que le mec, en fait, quand il a compris que ça allait pas marcher, il est en train de jouer avec sa direction. Peut-être qu'il a fait un pari avec quelqu'un en disant ouais, je vais aller jusqu'au bout. On parie quel jour je vais me faire virer en fait. À partir de quel moment je vais me faire virer parce que tu peux pas être buté à ce point-là. Ça se trouve lui, il avait parié il allait se faire virer à la fin de la saison. Il s'est toujours pas fait virer et il est en train de rigoler avec quelqu'un en se disant mais ils m'ont toujours pas viré, ils comptent sur moi en fait. Parce que c'est pas possible vraiment d'être buté comme ça. Une victoire par mois. Une victoire par mois. C'est quel genre de diète? Franchement, ça me perturbe. En tant que fan d'Arsenal, bon, je dirais pas que ça me perturbe, je dirais plus que ça m'amuse un peu, vu que c'est les rivaux, c'est des rivaux, puisque vas-y, en termes de titre, on va pas dire qu'on est rivaux, mais en termes historiquement, par rapport à ce qui s'est passé dans les années 2000, Wenger-Ferguson, c'est des rivaux. Mais franchement, c'est incroyable, c'est invraisemblable. J'ai jamais vu un gros club être aussi mal.
construit. J'ai jamais vu la direction déjà, le choix de choisir Amorim après le départ de Ten Hag qui a construit une équipe pour un 4-3-3. Tu ramènes un entraîneur qui joue en 3-4-3 et puis tu lui demandes de faire avec, va comprendre en fait, je comprends pas. Et y a même pas que ça, il y a pas que ça. Le fait de, par exemple, dans le deal de Lenny Yoro, déjà le fait que United ce soit encore un club à agents, c'est-à-dire un club qui rince des agents et euh, qui subit l'autorité de certains agents, c'est une dinguerie aussi. Parce que un mec comme Ugarte, il a rien à faire dans le projet de United. Le projet de United, c'est-à-dire construire une équipe pour revenir au plus haut niveau, tu signes pas Ugarte pour 60 millions, c'est n'importe quoi. Et Ugarte, il vient justement à cause de ses deals avec agents ou parce que George Mendes les aide à signer Yoro qui devait partir au Real Madrid. euh, Grâce à cette aide-là, George Mendes en a profité pour dire oui, vous avez besoin d'un milieu. Vous avez besoin d'un milieu, je vous ai aidé à signer Yoro, parce que sinon il serait parti au Real. Bah, prenez Ugarte. C'est une folie. Et eux, ils ont accepté, tu vois. Et moi, je trouve ça fou. Donc, même pas. Enfin, pour revenir sur le match, euh, avec ce genre de construction-là, tu vas aller où? Tu- dans cette formation-là, tu veux aller où? Tu vois? Des joueurs qui sont pas faits pour ce style de jeu, des joueurs qui sont pas vraiment scoutés pour leur talent, mais plutôt par rapport aux agents et par rapport à leur réputation, pardon. Et en plus de ça, bah, je suis désolé, mais il y a des joueurs qui devaient partir aussi depuis très longtemps. Les Luke Shaw, c'est un joueur que j'apprécie intrinsèquement parce que je sais qu'il a un certain talent. Mais depuis des années, il est à United. Luke Shaw, il a peut-être 2 bonnes saisons dans sa carrière à United. Je crois que ça doit faire peut-être bientôt 10 ans qu'il est là-bas. Dans ma tête, je pense que je me souviens que de 2 bonnes saisons de Luke Shaw. Maguire, il y a des moments où, vas-y, résurrection, on va dire, le mec, il renaît un peu de ses cendres, surtout, par exemple, à la fin de la saison dernière. Mais en vrai de vrai, soyons honnêtes, Maguire, il a rien à faire aussi dans un effectif comme United. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Et tout ça, c'est ça crée, c'est comment dire, c'est le noyau et la raison pour laquelle United aujourd'hui, euh, on voit ce qu'on voit aujourd'hui en fait par rapport à United. C'est quand même incroyable, mais vraiment c'est incroyable. Et moi, je vais pas vous mentir, comme j'ai dit, en tant que fan adverse, ça me déplaît pas. Mais en tant que spectateur, genre de voir un club euh, descendre comme ça, c'est vraiment fascinant à voir. Et si c'était mon club, je serais trop triste. Mais vraiment, je serais trop triste. Là, tu vois le match. Pour revenir sur le match, tu vois le match de Brentford qui a son tout nouveau coach. Désolé, j'oublie son nom à chaque fois. Mais le mec, il vient, à la base, je crois qu'il était assistant de Thomas Frank. C'est sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Et tu sens que le mec, ses idées, elles sont déjà beaucoup plus instaurées et maîtrisées par ses joueurs que les joueurs de United. Amorim qui est là depuis 10 mois, tu as l'impression que si on devait dire sur le terrain, là, sans, sans connaître la situation des deux équipes, on te demande quelle équipe a l'entraîneur, quelle équipe a un entraîneur qui est là depuis 2 mois, enfin, qui a vraiment son équipe depuis 2 mois, et quel entraîneur a son équipe depuis 10 mois, tu dirais, mais Brentford, ils ont leur équipe depuis 10 mois, ils ont leur entraîneur depuis 10 mois, et United depuis 2 mois. Parce qu'il y a des phases de jeu où Brentford, ils broient United, mais vraiment, genre, techniquement, pressing, intensité, ils les ont broyés, ils les ont bu. Et bon, l'exemple parfait, c'est sur le dernier but, le troisième but, là, où le milieu de United est complètement à la rue, une passe, remise, passe dans le dos du milieu. Euh, c'est Yarmolyuk et Janssen qui partent en contre. La défense, bon, on va pas dire t'es un peu seul, tu te retrouves un peu seul dans une situation comme ça, c'est compliqué. Et puis t'as Janssen qui te met un pétard. Mais même, comment il s'appelle, Bayendier, pour moi, il aurait dû l'arrêter.
Mais vas-y, ne parlons pas de Bayern parce que ça fait partie aussi des choix et des transferts de United incompréhensibles. Que dire? Que dire? Et les trois buts, c'est les trois buts que United concède, c'est des buts où je peux me dire, avec le recul, mais qu'est-ce que United a fait avec cet argent? Quel est le projet de Manchester United? Parce que à chaque fois que tu vois, entre guillemets, un fautif, ce fautif-là, il est, il te fait réfléchir à pourquoi ce mec a été signé, pourquoi ce mec est encore là, en fait. Tu vois? Bayendier, pour moi, non, pas Bayendier, pardon. Maguire, bon, on va dire c'est un peu peut-être la tactique d'Amorim, puisque si t'es le premier but, si t'es défenseur et tu veux jouer sur une ligne haute, autant tu vois remonter jusqu'au milieu de terrain. Ça sert à rien d'être 5 mètres derrière le milieu de terrain. Tu vois, si tu veux jouer le hors-jeu et que ton attaque elle est haute, autant rester au milieu du terrain, tu vois. Lui, il reste 5 mètres derrière le milieu de terrain et puis il essaye de jouer le hors-jeu. Igor, il part au but. Très beau but. Solo, magnifique. Deuxième but, encore une fois, milieu à la rue. Igor, il fait une passe, je ne sais plus à qui exactement, mais la, la- comment ça s'appelle? Bayendir, il rate son arrêt. Igor le reprend. But. Pour moi, Bayendir, il est fautif sur le deuxième but. Il n'a pas la main ferme pour moi. Et le troisième but, but d'école, but contre-attaque d'école avec un pétard, mais pour moi que Bayern aurait dû arrêter. Brentford a surclassé United sur le match. Désolé si peut-être comment dire, j'étais un peu partout dans mon explication de mon résumé du match, mais j'ai tellement de choses à dire sur United et j'ai envie de faire une vidéo courte que j'ai dû dire tout ce que je pense de United là tout de suite. Mais voilà, et là, United, après une victoire, pour moi, une belle victoire, hein, assez inspirante contre Chelsea, surtout la première mi-temps, puisque la deuxième mi-temps, elle laisse un peu à désirer. Mais je me suis dit peut-être qu'ils allaient rebondir. Que nenni. Euh, Franchement, chaotique, hein. Chaotique. Et là, on se demande jusqu'à quand. Jusqu'à quand. Jusqu'à quand ça va durer. Jusqu'à quand, euh, jusqu'à quand Amorim va garder son poste. Euh, Peut-être qu'ils attendent son anniversaire, l'anniversaire de son arrivée au club, peut-être. Peut-être que c'est ce qu'ils attendent, je sais pas, mais franchement, jusqu'à quand? Parce que waouh. Franchement, les fans de United, si vous suivez encore le club de manière religieuse, entre guillemets, hein, mais si vous suivez encore le club de manière assidue, vous regardez tous les matchs et vous êtes présent tout le temps, tout le temps, tout le temps, franchement, respect. Respect parce que il faut de la force mentale pour subir ça. Une victoire par mois. Waouh. Faut une grosse force mentale, hein. Vraiment. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à United. J'ai plus envie de parler de vrais matchs, pas de vrais matchs, mais de matchs des résultats qui ont eu plus d'impact ce week-end. Et samedi, il y avait aussi Crystal Palace, Liverpool. Et si vous suivez la ligue sur Twitter, vous saurez que moi j'avais misé sur Crystal Palace. J'ai misé sur, enfin pas misé, pas physiquement, mais j'ai misé, je savais que pour moi Crystal Palace devait gagner ce match. Parce que Liverpool, la question pour Amorim, elle se, elle vous concerne aussi. La question c'était jusqu'à quand? Jusqu'à quand, wesh? Vraiment. Avec tout le respect que j'ai pour Liverpool, vraiment. Puisque moi j'ai aucune animosité pour Liverpool. J'ai même envie de dire que c'est le seul club du Big Six qui me dérange pas en fait. Parce qu'il n'y a pas de rivalité vraiment entre Liverpool et Arsenal. Donc, mais je me disais, puisque j'ai vu tous leurs matchs de la saison, je me disais, mais tu peux pas t'en sortir comme ça pendant 85 minutes, à la 85e minute à chaque fois. Genre, c'est un gimmick à 85e minute, tu vas trouver une solution pour gagner le match. C'est pas possible. Et ils ont failli m'avoir encore, hein. Ils ont failli m'avoir.
Parce que Crystal Palace fait un match de fou. JP Mateta, tu es mon gars, je t'ai toujours apprécié. Mais faire un match comme tu l'as fait hier, là, t'as pas le droit. Vraiment, t'as pas le droit. En tout cas, si je suis fan de Crystal Palace, je suis content d'avoir gagné parce que déjà, battre Liverpool, j'avoue, j'aurais oublié toutes tes occasions. Mais en tant que neutre, ou bien en tant que fan d'un club, dans cette, on va dire, en tant que fan d'un club qui est prétendant au titre, le match que tu me fais, il me fait mal. Les face-à-face ratés face à Allison. Le match, normalement, à la mi-temps, je vais pas te mentir, à la mi-temps, je vais pas vous mentir, à la mi-temps, je pense que Crystal Palace, il y a 3-0, personne n'est choqué, hein. Mais vraiment, Crystal Palace a éteint Liverpool. Enfin, je vais pas dire éteint, mais dans les surfaces, dans les deux surfaces, il n'y avait pas débat. Il n'y avait pas débat. On peut dire peut-être au milieu, euh, il y avait une certaine bataille au milieu, tout ça, mais dans les deux surfaces, il n'y avait pas débat. L'équipe la plus dangereuse du match, c'était Crystal Palace. En première mi-temps, il n'y avait aucun débat. Je ne comprends pas comment, peut-être c'est le stress, peut-être c'est le fait d'affronter Liverpool. Laura, ça compte, hein. Laura, ça compte. Et peut-être que c'est ça qui a perturbé Mateta. Mais franchement, j'étais tellement étonné. Parce que Sarr, il met son but. Mais normalement, pour moi, il y a 3-0 à la mi-temps. 3-0. Ils font un très, 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 très bon match, Crystal Palace. Et les individualités de cette première mi-temps, bah déjà, bah, Glasner, puisqu'il a compris le système de Liverpool et il a su, euh, on va dire qu'il a su, euh, comment dire, exploiter les points faibles de Liverpool sur les côtés, derrière les milieux. Même Konaté, je ne l'ai pas reconnu, hein. Konaté, je ne l'ai pas reconnu. Je pensais qu'il allait donner plus de mal que ça à Mateta. Comment il s'appelle? Kamada, très bonne mi-temps. Il fait un très bon match même. Wharton, évidemment. Wharton, prochain joueur anglais qui va coûter 100 millions, tu vas voir. Wharton, très bon joueur, très bon jeune joueur. Il lui manque un peu de constance parce que c'est un peu le problème des jeunes joueurs de clubs qui sont pas, on va dire, des jeunes joueurs de clubs qui sont pas exposés. C'est que on va voir son match, enfin, le fan moyen, entre guillemets, c'est-à-dire le fan qui regarde des matchs de temps en temps de Crystal Palace, il va voir Wharton, il va dire, ah mais quel joueur! Il va dans sa tête, il va dire, il joue tout le temps comme ça. Mais Wharton, il lui manque de la constance. En tant que, en tant que faux fan de Crystal Palace, enfin, faux fan, c'est une longue story, c'est une private joke, mais j'ai beaucoup regardé Crystal Palace, genre sur ces derniers temps, ces dernières années. Et le problème de Wharton, c'est que il a des moments de trou. Il a des moments de trou et c'est ce qu'il faut que, c'est sur ça qu'il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille sur sa constance. Parce que s'il signe dans un grand club, tu vois, on n'aura pas le temps de s'attarder sur ça. Il faut qu'il soit plus constant. Mais quel joueur, quel pied gauche. Franchement, c'est incroyable. Euh, Marc Guy, Lacroix, Guy, les deux joueurs là, ils sont exceptionnels en défense. Je pense que Crystal Palace en plus c'est l'une des meilleures défenses du championnat. Henderson au goal. Euh, sur les côtés, Mitchell il faut qu'il soit dans la liste, hein. Thomas Tuchel, tu te prives de latéral gauche parce que pour moi, Miles Lewis Kelly, c'est bien beau, mais le petit, c'est un milieu, tu vois. Si tu fais jouer Lewis Kelly avec l'Angleterre, tu le mets latéral, mais inversé, donc dans l'axe. Le fais plus jouer latéral gauche où il doit faire des allers-retours parce que c'est pas son poste. Mais si tu veux un mec qui sait faire des allers-retours et qui sait jouer latéral, tu ramènes Tyreek Mitchell. Tyreek Mitchell, c'est monsieur, je vais pas dire monsieur propre, parce que c'est que depuis quelques temps qu'il est vraiment bon. À la base, on savait toujours que c'était un bon défenseur, mais même maintenant, offensivement, il apporte. Tu vois? Munoz. J'ai- 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 J'aime trop Crystal Palace. J'aime trop cette équipe. J'aime trop ce qu'ils sont en train de construire et ce qu'ils sont en train de montrer depuis. En fait, Crystal Palace, on va dire que pourquoi j'aime Crystal Palace?
Et pourquoi, je vais vous dire pourquoi je suis un, entre guillemets, fan de Crystal Palace. C'est faux, hein, mais c'est parce que déjà à la base, moi je suis ivoirien et j'aime ça, le Wilfried Zaha. Donc j'ai regardé Crystal Palace et j'ai commencé à m'intéresser. Et c'est devenu une équipe, on va dire, c'est une équipe que j'ai pris en ras de labo. Désolé pour le terme, mais et j'essaye de voir quelle équipe peut, genre, briser ce plafond de verre pour devenir une bonne équipe, tu vois. Et j'ai réussi à le voir avec Crystal Palace, où avant ils étaient relégables, etc. Et puis après, il y a eu Zaha, comment ils s'appellent, les Olise, Eze, tout ça, Mateta, Edouard, tous ces joueurs-là. Et je me suis dit, peut-être que je vais les suivre en voyant s'ils vont réussir à faire quelque chose. Et depuis tout le temps que je les suis, franchement, je suis tellement heureux de voir que cette équipe, elle joue bien au football et qu'elle est dangereuse. Franchement, ça me fait plaisir. Donc, c'est comme j'ai dit, Crystal Palace, broyer Liverpool, on les reconnaissait pas. Euh, si j'ai une chose à dire, c'est que je crois que je l'ai dit dans une vidéo la dernière fois, le meilleur milieu de Liverpool, c'est Szoboszlai, Gravenberch, McAllister. Et je vais pas mentir, je pense que Slot, il est d'accord. Je pense qu'il est d'accord. Je pense qu'il est d'accord. Parce que il fait quoi ce week-end? Il met Florian Wirtz, ailier gauche à la place de Gakpo. Parce qu'il faudra discuter du problème Florian Wirtz. Faudra discuter du problème Florian Wirtz. Je suis pas là pour ça aujourd'hui parce que ça va être une vidéo plus longue que prévu. Mais Wirtz, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc à voir pour lui. J'espère que ça va bien se passer, hein, pour lui, hein. Mais les Liverpool a fait le mercato du siècle, etc., etc. Avec du recul, maintenant, on commence à voir que c'est pas si exceptionnel que ça, quoi. Donc, peut-être qu'ils vont me donner tort à la fin de la saison, mais pour l'instant, c'est pas si exceptionnel que ça. L'adaptation, ça compte. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les mots quand on voit beaucoup d'argent dépensé, on se dit tout de suite, ah, ça va être incroyable. C'est pas tout le temps vrai. Donc, Liverpool, comme j'ai dit, ils ont failli m'avoir encore, puisque Palace menait 1-0. Ils ont réussi à mettre le but du 1-1. D'ailleurs, la VAR, ils ont oublié la main de Salah, là. Pour moi, il y a main. Si vous êtes fan de Liverpool, peut-être que vous avez pensé qu'il n'y a pas main, mais pour moi, il y a main. Et Salah, et pardon, Chiesa, qui allait encore sauver Liverpool à 15 minutes, 10 minutes de la fin. Il égalise. Et là, je me dis, waouh, ils vont le faire. Ils vont, ils vont encore réussir à dégoûter les rivaux. Ils vont réussir à s'en sortir. Et il a fallu un but en plus d'un ex-gunner, Edin Ketia, à la dernière seconde du match euh, pour, euh, pour marquer le but du 2-1 pour Palace. Mais pour moi, c'est une victoire 100% méritée, puisque Liverpool, il ne pouvait pas s'en sortir comme ça. Il faut plus de constance de la part de Liverpool, surtout offensivement. Genre là, c'est genre vraiment blague à part. Liverpool doit être beaucoup plus constant offensivement. Ça passe par comment dire, Florian Wirtz qui doit prendre le jeu à son compte. Ça passe par Salah qui doit arrêter d'être passager. Parce que Salah, on sait qu'il marque et il va faire des passes décisives, quoi qu'il arrive. Mais dans le jeu, il est passager. Il passe comme ça devant toi. Genre, il fait rien d'autre que passager. Genre, il est passager vraiment. Euh, ça passe par quoi d'autre, honnêtement? Franchement, c'est juste ça. Pour moi, en tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est juste ça. Il faut que Florian Wirtz il prenne le jeu à son compte. Parce que pour moi, Liverpool, ils sont pas convaincants. Ils sont vraiment pas convaincants. Cette saison, 7 matchs, 6 victoires, une défaite. Et dans les 6 victoires, pour moi, la seule qui m'a vraiment convaincu, c'est la victoire contre euh, Everton la semaine dernière.
où ils font une première mi-temps monstrueuse. Et c'est sans Wirtz au milieu. Ça là, c'est Soboslai, Gravenberg, McAllister, qui font comme l'année dernière, où ils envoient des ballons. Et ça va très vite, intensité maximum. Ça envoie des ballons sur Salah, Gakpo, Ekitike, même s'il n'était pas là l'année dernière, mais c'était Diaz l'année dernière en attaque, en neuf. Pendant un long moment, il a joué faux neuf. Et ça envoyait des flèches sur les côtés. Dès que le mec sur le côté, il avait la balle, ça débordait derrière lui et ça faisait des appels dans l'axe, libère des espaces, centre, tête, frappe, but. C'était ça Liverpool l'année dernière. Cette saison, c'est plus compliqué avec Florian Wirtz. Et je pense que il y aura un problème Florian Wirtz. Mais on en parlera quand le problème il va vraiment se dévoiler à la face du monde et que les gens ils vont commencer à se dire qu'il y a un souci. À part si euh, il réussit comment dire, à, à, à faire taire les critiques, les petites critiques qu'il y a maintenant là, et qu'il n'y aura pas de débat dans un mois ou un truc comme ça, dans un mois, d'ici un mois, il te met 4 buts, et puis c'est comme si ça avait jamais existé. Donc on verra. Mais voilà, c'est à peu près tout pour le week-end. Ah mais oui, il y a Chelsea aussi qui perd 3-1 à domicile. Je pense que c'est la crise à Chelsea. Sans Palmer déjà, c'est pas possible pour Chelsea d'être un club performant et constant, déjà. Donc ça, c'est pas normal. Dépenser autant d'argent et ne pas avoir et dépendre d'un joueur, c'est pas normal. Dépenser plus de 1,5 milliard sur les 3 dernières années et dépendre d'un seul joueur, je le répète, ce n'est pas normal. Mais bon, quand tu vas critiquer ça, on va te dire oui, mais tu comprends pas le projet. C'est pas grave, hein. Au calme. Défaite pour Chelsea. Je crois que c'est la troisième défaite de suite. Quatrième match sans victoire pour Chelsea. Chelsea est en crise pour moi, parce que Palmer est absent pendant 3 semaines. Carton rouge sur carton rouge. Maresca aussi doit répondre à certaines questions, parce que c'est bien beau de prendre des rouges, mais quand tu prends des rouges, et à chaque fois que tu prends des rouges, on dirait que tu sais plus quoi faire avec en étant en infériorité numérique, c'est pas normal aussi. Parce que normalement, tu dois avoir préparé cette éventualité où tu prends ce carton rouge et que tu dois gérer un match. Il sait pas gérer un carton rouge. Et puis voilà, hein. La défaite aussi, il sait pas gérer un rouge. Et c'est encore le projet de Chelsea, pour moi, qui est exposé, parce que miser sur des jeunes, ou miser sur autant de jeunes, c'est bien beau, mais elle est où l'expérience quand tu prends un rouge? S'il y avait, par exemple, un défenseur de qualité avec de l'expérience en défense quand tu prends un rouge. Ce mec-là, il est capable de remonter, comment dire, retrousser ses manches et de porter sa défense et de dire à ces joueurs-là, ouais, toi, fais ceci, toi, fais cela. Tu vois, stabiliser la défense. Ils n'ont pas ce joueur-là. C'est encore le projet qui prend un coup. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Chelsea. Ils ont perdu 3-1. Et pour moi, c'était une défaite. Quand j'ai vu rouge pour Chaloba, j'ai dit ils vont perdre. J'ai dit ils vont perdre. Donc voilà. Donc écoutez, c'était tout pour les matchs de samedi. Je vous retrouve peut-être ce soir ou demain, mais j'espère ce soir pour débriefer le match d'Arsenal contre Newcastle à St James Park, en espérant peut-être une victoire d'Arsenal, je ne sais pas honnêtement. St James Park, c'est un stade qui ne réussit pas trop. J'espère, parce qu'Arsenal se doit de gagner. Je répète, Arsenal se doit de gagner parce que Liverpool est tombé. Donc, il faut revenir à 2 points. Les 3 points, ils sont impératifs. Donc, on verra. Écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, je dis, hein, j'espère que vous passez une bonne journée. J'espère que vous allez bien. Surtout, j'espère que vous allez bien. Et que si ça va pas, j'espère que cette vidéo, en même temps, elle peut vous aider un peu à passer à autre chose dans les moments difficiles de vos vies. Et bah, c'est tout, hein, à peu près tout. Likez, partagez, commentez, activez la notification. Et puis, on se revoit très bientôt. Allez, ciao.